Le journal avec Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jeu des alliances en direction de la présidentielle du 24 février. Aïssata Tall Sall a rejoint le camp du pouvoir, annonce faite hier officiellement. Aïda Mbodj est en discussion avec le président Macky Sall. Dans l'opposition, les regards sont dirigés vers Khalifa Sall et le Parti démocratique sénégalais. Quelle pourrait être l'alliance fatale? Le journaliste Momar Diong pense que le candidat qui obtiendrait les soutiens de l'ex-maire de Dakar et de Karim Wade parallèlement pourrait se montrer dangereux. L'autre analyste, Babacar Dione, estime qu'une candidature unique pour l'opposition serait contre-productive. On voit cela avec Ousmane Gueye. Une alliance de Idrissa Seck avec Khalifa Sall et Karim Wade, si l'ancien PM arrivait à obtenir le soutien des deux cas, ce serait fatal au pouvoir aux yeux de Momar Diong. Fatal que ça bénéficie à Idrissa Seck ou à un autre candidat. Deux candidats pouvaient amener des problèmes à Macky Sall et pouvaient représenter un danger. L'un, il s'appelle Karim Wade, parce que tout simplement, on a vu qu'il avait été mal aimé, sans doute en 2012, mais ce que l'opinion a perçu comme un acharnement contre sa personne l'a rendu sympathique. Ces deux-là représentaient un danger tel qu'il y a eu quand même un obstacle qui s'est dressé à leur candidature. Le danger pour l'opposition, c'est surtout de chercher à se regrouper autour d'un seul leader. L'avertissement est de Babacar Dione, analyste également journaliste. Aujourd'hui, ce qui peut arranger cette opposition, c'est d'avoir au moins deux pôles forts. Mais si, par exemple, tous les partis recalés se tournaient donc, en tout cas, se coaliser avec Idriss Seck ou avec Ousmane Sonko, ça pourrait pousser d'autres électeurs à ne pas voter, à faire l'abstention. Alors qu'on le sait, donc, certains électeurs veulent voter par rapport à leur candidat ou bien par rapport au choix assez judiciaire de leur candidat. Et du côté du pouvoir, quel pourrait être le meilleur choix? Faudrait-il craindre avec les ralliements acquis et à venir? Oui, bien sûr, pour Momar Diong. Même si la coalition Benno Bokk Yakaar était restée quand même majoritaire, sa majorité était très fragile parce que Macky Sall n'avait même pas pu atteindre la barre des 50%. Il s'est rendu compte donc de la nécessité absolue d'élargir les bases de cette coalition et il a commencé à prendre avec lui ses anciens frères libéraux comme Mody Diagne Fada, comme Souleymane Ndéné Ndiaye, les Pape Samba Mboup et Farba Senghor. Et s'il reste dans cette dynamique, il est évident qu'il pourra avoir une très bonne posture vis-à-vis de l'opposition. Mais reste à savoir qui sera avec lui en définitive et qu'est-ce qui restera dans les rangs de l'opposition quand il aura fini d'opérer à cette campagne de ralliement vers la coalition présidentielle. Les ralliements, ça pourrait faire la différence pour le chef de l'État. Aucune hésitation pour Babacar Dione. Il faut le dire, donc, Aïssata Tall Sall est assez importante dans la zone du Nord, à Podor, où elle est maire. Donc, je crois que ça devrait être important par rapport même à cette large coalition autour de Macky Sall. On est en train également de parler d'Aïda Mbodj. La pêche aux électeurs à travers les leaders est donc lancée. Rendez-vous la veille de la présidentielle pour tout apprécier. Ousmane Gueye, l'adhésion de Maître Aïssata Tall Sall au camp du pouvoir est diversement appréciée. Si certains dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant de la transhumance, d'autres estiment qu'il faut respecter son choix politique. Micro-trottoir réalisé à Hambourg par Aliou Kane. Je pense que la transhumance est une pire chose parce que c'est quelque chose qui corrompt les gens. Puisque en politique, quand on s'engage, c'est pour développer son pays. Quelqu'un est comme ça, quand le lendemain tu dis et tu le trouves bien. Ça c'est incroyable. C'est que vraiment, on va vers une pente qui n'est pas meilleure pour le pays. Tout le monde avait l'espoir sur Macky. Et ce qui se passe aujourd'hui, il a renié tout. Même quand on lui fait une interview, on lui montre ses cassettes, on lui montre ses paroles, il dit il renie. Ça c'est inadmissible. Il a parlé de n'importe quoi sur Macky Sall. Et aujourd'hui, elle a retourné vers Macky Sall pour lui donner son soutien. C'est pas du tout normal. Je pense que certains ici font la transhumance au Sénégal pour leurs propres intérêts, mais non pas pour l'intérêt du pays. Non, les transhumances, c'est que généralement, les gens ont dévalorisé les transhumances. C'est immoral. C'est pourquoi aujourd'hui, la jeunesse n'a plus de référence. En plus bref, le candidat Macky Sall va procéder cet après-midi au lancement de son directoire de campagne. Ce sera au siège de son parti. Et puis, rencontre à l'instant entre le CNRA et les observateurs de l'Union européenne pour la présidentielle du 24 février prochain. C'est au siège du Conseil national de régulation de l'audiovisuel.
Les observateurs de l'Union européenne vont rencontrer les différents acteurs du processus électoral. La profanation de cimetières en période électorale, cela est fréquente dans la banlieue de Dakar et les populations dénoncent le fait que des acteurs politiques cherchent par tous les moyens à être élus. Quant aux gardiens des cimetières, ils estiment que pour une meilleure sécurité de ces lieux très souvent ciblés, il faut assurer l'éclairage et mettre un mur de clôture. Reportage Mamoud Lamine Fati. La profanation des lieux sacrés, une pratique très fréquente en période électorale. Les populations s'interrogent et s'indignent. Rien ne vaut certaines choses dans cette vie. Nous allons tous mourir. Mon grand-père, son grand-père, ils sont tous morts et nous tous, nous allons y passer. Un endroit paisible, calme, où l'esprit humain voyage au-delà de l'imagination. Nous sommes au cimetière de Pikine. Seules quelques personnes à l'intérieur venues prier pour leur mort. Le gardien des lieux, Ibrahima Sakho, reste ferme. Seuls les malades profanent les tombes. Quelqu'un qui est lucide n'accepte pas de déterrer les morts. Si quelqu'un essaye de le faire, c'est que celui-là, il n'est pas normal. Un fou qui ne joue pas de ses facs, que ce soit musulman ou chrétien. Pour Seydou Nourou, rien ne vaut le pouvoir ou la richesse. Profaner des tombes est totalement interdite par la religion. Celui qui le fait partie de la famille de Satan. Un bon musulman ne ferait jamais ces choses-là. Pour lutter contre les profanations, les autorités municipales devraient penser à l'éclairage et à la protection des cimetières, selon Ibrahima Sakho, gardien des lieux. Il faut renforcer l'éclairage et la sécurité. Il faut renforcer les murs surtout. Candidat à une élection ou partisan, chacun cherche le moyen de prendre le pouvoir. Pour certains, tous les moyens sont bons, voire même la profanation des tombes et des lieux sacrés. Mamadou Lamine Fati de retour à Guédiawaye, iRadio. C'était donc le sujet sur la profanation de cimetières en période électorale. Cela est fréquent dans la banlieue de Dakar. Vous écoutez iRadio sur la 90.3 FM Dakar. 12h08, le rapport sur l'indice de corruption classe le Sénégal au même rang. Notre pays est toujours dans la zone rouge avec un score de 45 points sur 100, comme en 2016 et 2017. Au plan africain, le Sénégal est 8e sur 49 pays et au plan mondial, 67e sur 180 pays. Le rapport sur l'indice de perception de la corruption a été présenté ce matin par le Forum civil. Compte rendu Fallou Dong. Le Sénégal n'arrive toujours pas à sortir de la zone rouge. Le pays reste corruptogène pour plusieurs raisons selon Birahim Seck du Forum civil. La stagnation du Sénégal dans la zone rouge est due à un affaiblissement de la volonté politique de lutter contre la corruption qui se manifeste par la non-transmission de dossiers relevés par les organes de contrôle à la justice, que le président dit mettre sous le coude, les réformes juridiques opérées qui ne vont pas dans le sens de renforcer l'indépendance des juges, les prolongations injustifiées de mandats ou d'activités au niveau des instances de régulation, au niveau des juridictions comme également au niveau des autorités administratives indépendantes, l'arrêt inexplicable et inexpliqué de la politique de traque des biens mal acquis, forte demande sociale de redevabilité. Et pour sortir de cette zone rouge, le Forum civil propose la mise en place d'un cadre de concertation pour définir un plan de progression efficace pour porter le Sénégal au niveau des pays comme le Rwanda. Ce plan doit être négocié entre l'exécutif, le Parlement, la justice, l'OFNAC, le secteur privé, la société civile et les médias. Ce plan comprendrait 3 axes. Il s'agira de compléter le dispositif juridique de prévention et de lutte contre la corruption, notamment en adoptant des lois sur l'accès à l'information. Un travail consistant a été effectué au niveau de l'article 19 et au niveau du ministère en charge de la bonne gouvernance, mais également d'adopter une loi sur la prévention des conflits d'intérêts, sur le financement des partis politiques, sur la protection des lanceurs d'alerte, sur l'interdiction des agents des régies financières de faire de la politique. Parmi les 15 pays de la CEDEAO, seul le Cap-Vert est en dehors de la zone rouge avec un score de 57 points. S'agissant de l'UEMOA, tous ses membres sont dans la zone rouge et le Sénégal caracole en tête avec un score de 45 points, suivi immédiatement du Burkina Faso qui totalise 41 points.
Et puis le Forum civil invite le procureur de la République à s'autosaisir sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA soulevés par le député Ousmane Sonko et il appelle l'Assemblée nationale à ouvrir une commission d'enquête parlementaire, ce qui est déjà annoncé. C'est plutôt sur la construction d'infrastructures comme l'autoroute Ila-Touba. Écoutons Brahim Seck, président du Forum civil, au micro de Falundong. Le Forum civil invite encore et encore le procureur de la République de s'autosaisir sur l'affaire des 94 milliards opposant M. Ousmane Sonko et M. Mamour Diallo. Le Forum civil invite aussi l'Assemblée nationale, en plus de l'affaire précitée, en plus de l'affaire des 94 milliards, de mettre en place une commission ou bien des commissions d'enquête parlementaire sur les financements et réalisations des projets suivants. L'autoroute Ila-Touba, l'autoroute Dakar-Diamniadio, le pôle industriel de Diamniadio, la réfection du building administratif, l'autoroute Mbour-Kaolack, l'avance de démarrage de la route Fatick-Kaolack, la cité de l'émergence, le centre international Abdou Diouf, l'UNIDAC 2 de Diamniadio, l'attribution du port minéralier de Bargny, les concessions de Nécotrans, ainsi que de mettre une commission d'enquête parlementaire pour éclairer les Sénégalais sur les listes des grands producteurs bénéficiaires de différents mécanismes de subvention sur les intrants, engrais, semences, matériel agricole, normalement destinés à améliorer de façon significative la production agricole du pays, sans oublier les 380 milliards de francs CFA consentis et investis dans l'acquisition d'équipements, de matériel agricole, de semences et de fertilisants. Enfin, le Forum civil recommande à l'État de procéder à un audit exhaustif sur les services financiers et le patrimoine foncier des institutions de prévoyance sociale comme l'Institut de prévoyance retraite IPRES et la Caisse de sécurité sociale CSS, ainsi que toutes les transactions immobilières réalisées par la Caisse de dépôt et de consignation et par l'ARTP, notamment celle de la construction du siège de l'organe de régulation des télécommunications et des postes. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, lors de la présentation du rapport sur l'indice de perception de la corruption, c'était ce matin. Yes, les conducteurs de 2 roues plaident pour l'augmentation du nombre de permis de conduire qu'on leur octroie, souvent accusés d'être les auteurs des accidents de la route dans les différentes communes. Ces conducteurs de moto estiment qu'il faut sensibiliser au lieu d'accuser. Isidore Alexandre Sen. Les réseaux sénégalais des organisations des usagers de 2 roues s'inscrivent dans la dynamique d'organiser davantage leur secteur. Ils sollicitent l'augmentation des permis de conduire. Mamadou Ndiaye, président du réseau. Le président de la République, déjà, il a fait nous le remercions sur la mutation gratuite déjà qu'il a fait pour qu'on soit en règle. Chaque région et chaque département, il fait des permis de conduire, des assurances et des cartes grises. Par exemple, je peux dire que dans une région, peut y avoir 5000 motos ou 6000 motos. Même si on nous donne 150 permis de conduire et 200 permis de conduire, c'est bon, mais c'est peu par rapport à la demande. Nous lui demandons d'augmenter. Dans le travail de tous les jours, Mamadou et compagnie sont confrontés à d'énormes difficultés qu'ils comptent mettre sur la table du chef de l'État si l'occasion se présente. C'est lui qui va régler nos problèmes. Et nous lui demandons vraiment une audience le plus rapidement possible pour qu'il puisse rencontrer les responsables de réseau qui se trouvent dans les 14 régions. À ce qui impute la responsabilité des récurrents accidents de la circulation aux conducteurs de moto, le réseau botte en touche en préconisant la sensibilisation des uns et des autres. Le problème ne se trouve pas là-bas. Le problème, c'est de faire des campagnes de sensibilisation, de parler à la jeunesse, de les réveiller et de les former. C'est ça qui manque. Et c'est ça que nous sollicitons à l'État. Selon les informations du président du réseau des conducteurs de 2 roues, 185 000 personnes s'activent dans ce sous-secteur des transports très sollicité par les usagers de la route. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. L'actualité internationale sur iRadio. Bokar Alpha Khan, bonjour et bienvenue. Nomination de Mankeur Ndiaye au poste de représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Alors, avec ce poste, l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, aura rang de secrétaire général adjoint. La procédure suit son cours et il devrait prendre fonction à la fin du mois de février.
D'ici là, le dossier doit être présenté au Conseil de sécurité qui devra le valider, permettant à Mankeur Ndiaye de prendre la main dans une crise complexe dont les négociations ont été relancées le 26 janvier dernier à Khartoum au Soudan sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Absolument. Au Mali, on a rendu hommage aux soldats tués dans l'attaque d'Aguelok il y a 10 jours maintenant. Alors, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a fait ses adieux aux 10 soldats tchadiens morts dans l'attaque terroriste d'Aguelok. S'exprimant lors de la cérémonie, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé que ces casques bleus défendaient la paix, la solidarité et la tolérance. Ibrahim Boubacar Keïta. Ce combat que vous menez au nom de l'humanité entière nous vaut aujourd'hui de perdre de jeunes vies fauchées dans la fleur de l'âge, à peine arrivés sur le sol malien où ils devaient servir la cause de la paix. En Mauritanie, oui, on poursuit Bokar. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mohamed Saleh Anadif, qui était présent à cette cérémonie, a salué les soldats de la paix tombés au combat et a déclaré que la lutte contre le terrorisme continue. Mohamed Saleh Anadif. Je voudrais leur dire tout simplement qu'ils resteront un exemple pour nous tous, que leur sacrifice nous inspire à se mobiliser encore plus pour contribuer à la sortie de la crise au Mali, crise qui malheureusement est imposée par d'autres agendas. En Mauritanie maintenant, après 2 mandats à la tête du pays, le président Mohamed Ould Abdelaziz va passer la main lors de la prochaine présidentielle. Alors, le chef de l'État mauritanien a annoncé depuis des mois qu'il ne briguerait pas un 3e mandat et a même rappelé à l'ordre certains de ses proches qui insistaient pour qu'il change la constitution pour se représenter. Nous sommes avec le journaliste mauritanien Amadou Seck pour analyser la situation politique chez notre voisin du Nord. Amadou Seck, bonjour. Des rumeurs persistantes annoncent depuis quelques jours le choix du général Razouani comme candidat du pouvoir pour la prochaine présidentielle. Qu'en est-il exactement ? Bonjour. Bon, je pense que la perspective que vous venez d'évoquer est plus qu'une simple rumeur, parce que les choses se précisent en fait. Il semble, c'est même cette certitude que le président Abdelaziz en personne est convoqué tous ses proches hier et qu'il leur ait clairement signifié que le candidat de l'actuelle majorité pour la présidentielle 2019 est le général Razouani, qui occupe actuellement le poste de ministre de la Défense. Donc là, on peut dire vraiment que les choses avancent à grande vitesse, même si à un moment, l'actuel président de la République semblait un peu hésiter par rapport au choix de son successeur. Hier, quand le président a convoqué ses proches, il pensait probablement à la candidature de son ancien Premier ministre, Ould Mohamed Lagdaf, qui était vraiment dans une dynamique d'intense préparation, mais je crois qu'avec la nouvelle d'hier, tout est rangé au placard. Je pense que les choses se sont précisées depuis. Selon votre expérience de la vie politique mauritanienne, est-ce que c'est un bon choix ? Se demander si ce choix est pertinent ou non. Dans la logique du système, je crois que le choix est pertinent. Bon, d'abord, si on prend la personnalité de Razouani, tous les Mauritaniens admettent à peu près que c'est quelqu'un de très consensuel qui ne fait pas de vagues. Ensuite, c'est quelqu'un qui entretient quand même des liens très solides avec l'actuel président de la République. C'est son compagnon de plusieurs dizaines d'années. On peut même dire que c'est son complice. Ce qui, naturellement, ne signifierait pas qu'une fois au pouvoir, il serait l'homme de paille de l'actuel président de la République, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux concepts de complice et sur homme de paille. Alors, Amadou Seck, et l'opposition, pensez-vous qu'elle sera à la hauteur face à ce candidat ? Bon, par rapport à cette dernière question, il faut juste souligner une chose, c'est que l'opposition de manière générale est engagée dans une dynamique qui devrait conduire vers le choix d'un candidat unique. Ça, c'est une démarche effectivement qui paraît pertinente. Parce que je crois que le rassemblement de l'opposition par rapport à 2019 est une question existentielle pour pouvoir vraiment peser dans la balance à l'occasion de la prochaine échéance présidentielle. Parce qu'en dehors de cela, on ne les voit pas vraiment inquiéter la majorité actuelle. Même dans ce cas de figure, il faudrait dire qu'ils partent avec de gros handicaps. Mais là, il faudrait au moins, c'est le minimum, quoi. C'est le minimum.
Amadou Seck, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste à Nouakchott. Cameroun Bokar, l'opposant Maurice Kamto, arrêté après des manifestations antigouvernementales. Justement, la tension politique est palpable en ce moment au Cameroun. Nous sommes avec Bibou Nissak Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Oui, le président du MRC et le président élu en dehors de toute fraude électorale à l'occasion de la dernière élection présidentielle au Cameroun du 7 octobre 2018. Très bien. Maurice Kamto a été arrêté hier au domicile d'un de ses soutiens à Douala. Que lui reproche-t-on ? Le régime illégitime de Yaoundé veut museler définitivement la contestation légitime du président élu Maurice Kamto et se débarrasser d'un adversaire politique ni aujourd'hui un rival indéclassable. C'est aussi simple que ça. Alors oui, mais Olivier Bibou Nissak, les autorités reprochent à Maurice Kamto d'avoir appelé à des manifestations non autorisées. Si je peux me permettre, c'est de la part du pouvoir une grossière méconnaissance du cadre légal camerounais. Parce que au Cameroun, la loi dispose qu'en matière de manifestation, c'est le régime de la déclaration et non le régime de l'autorisation comme cela a été par un certain ministre de la Communication lorsqu'il voulait fustiger les manifestations organisées par Maurice Kamto le 26 janvier dernier. La loi camerounaise est claire à cet égard, c'est le régime de la déclaration. Il ne s'agit pas du régime de l'autorisation. C'est erroné de présenter les choses ainsi et c'est donc fallacieux et mensonger d'accuser Maurice Kamto d'avoir conduit des manifestations non autorisées parce que la loi n'en dispose pas ainsi. Alors, le gouvernement accuse le MRC de se radicaliser. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndiaye, estime que Maurice Kamto a franchi une ligne rouge. Le ministre de la Communication aussi, René Emmanuel Sadi, pour sa part, accuse carrément le camp Kamto de tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Que répondez-vous à cela ? Il est archi faux de parler de radicalisation. Je suis désolé de le dire, mais le ministre ne dit pas la vérité. Et en matière de ligne rouge franchie, c'est bel et bien le régime illégitime de Yaoundé qui en ce moment franchit la ligne rouge parce que Maurice Kamto demande une chose très simple durant les manifestations pacifiques coordonnées sur l'ensemble du territoire le 26. Il demande une chose très simple et c'est en ça que l'accusation de radicalisme ne tient pas. Le plan national de résistance tel que mis en place par Maurice Kamto au lendemain de l'élection présidentielle truquée de 2018 avait pour but la restauration de la vérité des urnes en dehors de toute fraude pour que le résultat véritable des urnes soit donné. Ce résultat qui donne Maurice Kamto le président élu, qui fait de lui le président élu. Et ensuite, sur la base de ces revendications, Maurice Kamto a défini une stratégie, un projet qui repose sur 3 piliers qui ont été publiés. Le caractère constitutionnel des actions du plan national de résistance, le caractère légal et le caractère pacifique, c'est-à-dire non violent. Ce sont des piliers non négociables, il a clairement dit. L'autre chose, c'est que toutes les mesures, toutes les actions comprises dans le plan national de résistance sont rendues publiques au préalable de leur exécution, et cela de façon systématique. À titre d'illustration, pour les manifestations du 26 janvier dernier, le président Maurice Kamto, durant son adresse à la nation du 31 décembre 2018, les avait annoncés. Il en avait rappelé le motif, il avait rappelé le procédé, un procédé non violent et pacifiste. Et vous avez vu aussi, à l'occasion, quelques semaines plus tard, de la présentation des vœux qu'il a faite à la presse nationale et internationale au Cameroun, il a réitéré cet engagement, tout comme son parti pris pour les actions pacifiques et non violentes. C'est grossier qu'aujourd'hui, des gens veuillent faire dire au plan national de résistance ce qui n'est écrit nulle part. Maurice Kamto n'est pas un radical et n'est pas un extrémiste. Cela est connu de tous. Tout comme il est connu que ceux qui ont fait des mises à sac dans les ambassades ne répondaient pas de lui et ne prenaient pas leurs actes, leurs ordres de lui. Ça a encore été une calomnie mensongère et honteuse, ignominieuse du régime, parce que un ministre au Cameroun, le ministre de la communication entre guillemets, car désigné par un président illégitime, un ministre de la communication a osé, sans qu'une enquête n'ait été menée et que ses conclusions n'aient été rendues, a osé dire tout de go que ceux qui avaient pris d'assaut, notamment l'ambassade à Paris, étaient des militants du MRC. Mais c'est assez grave. C'est assez grave.
le fondement sur lequel repose la conspiration politique qui aujourd'hui fait en sorte que le régime de Yaoundé essaye de se débarrasser d'un adversaire, d'un rival incommensurable à ses yeux, car il ne peut plus faire le poids face à cet adversaire. Dernière question, Bibou Nissak, Olivier, qu'attendez-vous de la communauté internationale aujourd'hui? S'agissant de la communauté internationale, il va de soi qu'il faut qu'elle agisse en cohérence avec elle-même et qu'elle n'applique pas de politique de 2 poids 2 mesures et que la géométrie variable ne soit pas au cœur de ses réactions et de son traitement des dossiers brûlants en Afrique en ce moment. Réaction par rapport à ce qui s'est passé en RDC. Vous avez vu les prises d'opposition. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Venezuela. On est quand même assez étonné que cette même communauté internationale se montre si sourde aux appels de Maurice Kamto pour que ensemble triomphe le droit, la démocratie et les principes qui la structurent, par la reconnaissance de son élection et la validation des véritables résultats de l'élection gabonaise. Merci Bibou Nissak. Olivier, je rappelle que vous êtes le porte-parole de Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêté hier soir à Douala. C'est la fin de cette page internationale, Antoine. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de e-radio. Bonjour Seydina Abagé. Bonjour Antoine. Athlétisme en ouverture, Eiffage et ses partenaires lancent la 2e édition du marathon de Dakar. Effectivement Antoine, le marathon Eiffage Dakar 2019 sera un événement sportif, culturel et social selon les organisateurs. Ils ont fait face à la presse ce matin et Awa Diop y était. 3 ans après la première édition, Eiffage Sénégal va remettre ça cette année. Le 14 avril 2019, Dakar sera de nouveau la capitale du marathon. L'objectif, contribuer à la relance de l'athlétisme national. Alioune Badiane, membre du comité d'organisation. Ça va se ressembler à 90% au marathon de 2016. Donc on voudrait un plateau de haut niveau et je pense que ce sera le cas. On est en train de faire des démarches, on est en train de négocier et de discuter avec des athlètes de haut niveau. Et comme la fois passée, on attend à avoir beaucoup de nationalités, beaucoup d'athlètes et un plateau riche. Cet événement sera ouvert à toutes les couches de la population avec un volet socio-éducatif et culturel. Il y aura en fait au niveau de la place de l'Obélisque, on aura le village marathon. Et dans ce village marathon, il y aura tout ce qui est culturel. Donc, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le Kid Stadium. C'est pour apprendre aux jeunes les rudiments de l'athlétisme, dans le cadre même du développement de l'athlétisme. Contrairement à la première édition, le marathon Eiffage Dakar 2019 aura pour point de départ et d'arrivée la place de l'Obélisque avec 3 courses de 40 à 10 km. Les cachets seront revus à la hausse de même que les primes. Selon les initiateurs de cet événement, cette 2e édition apportera également sa contribution dans la route vers les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 prévus à Dakar. CAN des U20, les adversaires du Sénégal, le Ghana et le Burkina Faso ont dévoilé les listes de leurs 21 joueurs. Effectivement, Antoine, un prétexte pour faire un zoom sur le groupe B de cette CAN U20, un groupe composé du Sénégal, du Ghana, du Mali et du Burkina Faso. Des adversaires assez expérimentés pour certains. Pour les Lions, en quête de premier titre continental, faudra se jauger à ces petits poussés ou bien à ces petits lions sur la scène continentale. Le zoom sur le groupe B de la CAN U20, c'est avec Pape Malick Diaw. Qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations U20 au mois de juillet dernier, les Lionceaux se préparent à entamer leur 5e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Niger du 2 au 17 février prochain. Pour cette CAN 2019, Youssou Dabo et ses protégés connaissent leurs adversaires depuis le mois de décembre lors du tirage au sort qui s'était tenu à Niamey. Le Sénégal, logé dans la poule B, se frottera donc au Mali, au Burkina Faso et au Ghana. Le Mali, premier adversaire des Lions, en sera à sa 13e participation en 21 éditions. Même s'ils étaient éliminés au premier tour à l'édition précédente, les Aigles restent sur 3 demi-finales en 4 participations. Leur meilleur résultat reste la finale perdue en 1989 contre le Nigeria. Le Ghana, 3e nation la plus titrée dans cette catégorie avec 3 trophées, 1989, 1993 et 2009, 2 finales perdues en 2001 et en 2013 et 2 fois sur la 3e marche du podium en 1991 et 2015 sera le second adversaire des Lions. Le Sénégal aura fort à faire face aux Super Eagles, revanchards après avoir raté la CAN 2017.
Et enfin, pour terminer la phase de poule, les Lionceaux boucleront avec, entre guillemets, le petit poussé du groupe, à savoir le Burkina Faso, qui a réalisé ses meilleures performances en 2003 en atteignant lors de cette année les 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans et en terminant à la 4e place lors de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal a atteint les finales des 2 dernières éditions, en l'occurrence en 2015 et en 2017. Comme pour y croire, le peuple sénégalais espère que la sélection des U20 ne va pas déroger à cette expression bien ancrée dans les têtes, à savoir jamais 2 sans 3. C'était donc Pape Malick Diaw. Transfert, le Milan AC fait une offre de 13 milliards de francs CFA à Ismaïla Sarr. Effectivement, le club italien a jeté son dévolu sur l'international sénégalais pour renforcer son secteur offensif. À la peine dans les dossiers Yannick Carrasco et Gérard Deulofeu, l'AC Milan espère recruter Ismaïla Sarr avant la fin du mercato de janvier. Cependant, l'affaire risque d'être compliquée car Rennes demande le double du montant proposé par le Milan AC. Le club breton réclame 26 milliards de francs CFA pour libérer l'ailier sénégalais de 20 ans. Et dans ces conditions, le transfert risque de ne pas aboutir car le Milan AC ne dispose pas d'une telle somme pour réaliser ce transfert. En tout cas, les dirigeants rossoneri ne seraient pas prêts à mettre plus de 15 milliards de francs CFA dans la transaction. Affaire à suivre, tout comme le dossier d'Idrissa Gana Gueye. Un dossier qui semble se refroidir, Antoine, alors que le Paris Saint-Germain a officialisé ce matin l'arrivée de l'Argentin Leandro Paredes pour un montant avoisinant les 30 milliards de francs CFA. Si Idrissa Gana Gueye reste la cible prioritaire du Paris Saint-Germain, il n'en demeure pas moins que les dirigeants du club de la capitale française ont déjà sécurisé le plan B avec l'arrivée de Paredes. Pour faire bouger les choses, Gana a écrit à la direction d'Everton pour leur demander d'accepter son transfert vers le PSG. Cependant, le joueur n'a pas formulé la fameuse transfer request pour officialiser son avis de départ à 2 jours de la fin du mercato. À présent, zoom sur les promus de la Ligue 1 sénégalaise qui jouent les premiers rôles. Effectivement, Antoine, un phénomène qui s'explique par diverses raisons. Si certains pensent que cela est dû à l'ambition et aux moyens des clubs, d'autres expliquent cela par la continuité du travail abattu depuis la Ligue 2. Les détails avec Sékou Seydi. C'est devenu comme une coutume au Sénégal. Les premiers sont souvent parmi les meilleures équipes de la Ligue 1. Monter en première division puis finir aussitôt champion. Génération Foot l'a fait lors de la saison 2016-2017. Les Speaking, promu cette saison, est sur la même lancée. Cheikh Omar Aïdara, consultant en football, nous livre les raisons. C'est une question d'ambition parce que d'habitude le football en général, pour le cerner, il faut le cerner en termes d'objectifs et d'ambition. Maintenant, un club qui est en deuxième division n'a qu'une seule ambition, c'est le fait d'accéder à l'élite. Et une fois là-bas, il sera toujours dans le même défi. Et par conséquent, il va tout faire pour soit être en haut du tableau et véritablement s'imposer. À partir de ce moment, l'objectif de l'équipe sera véritablement de rester au niveau de l'élite. Accéder à l'élite et y rester, c'est l'objectif de chaque club. En effet, ces équipes ne perdent pas du temps pour bâtir leur légende. La continuité, c'est ce qui explique ces performances, d'après Alimal. Il y a l'euphorie aussi, il y a aussi les dirigeants. Par exemple, si se dit que nous avons une bonne équipe parce que l'équipe est montée en première division, on peut jouer le coup. Il y a aussi le travail qui se poursuit. Quand vous montez une équipe, par exemple, faire un recrutement, par exemple, 2 à 3 jours, mais presque les autres équipes, à chaque fois, ils changent de jour. Donc, il y a aussi cette sortie-là qui fait que on a une bonne équipe, par exemple. À changer un élément à 2 éléments après, par exemple, c'est dit que, par exemple, on a une bonne équipe. L'Est Douane, US Gorée ou encore Génération Foot, tous ces clubs ont su négocier leur passage de la deuxième division à la première division. Paradoxalement, le tenant du titre peut aussi se retrouver dans le bas du tableau, ou même relégué. C'est sur cette note que se termine la page des sports. La suite du Midi King avec vous, Antoine. Merci, Seydina Abagui. L'info en continu sur www.imedia.sn. Un titre différent, un contexte modifié et tous les ingrédients sont réunis pour falsifier l'information contenue dans une vidéo. Les fausses nouvelles se révèlent parfois très difficiles à démonter, surtout lorsqu'elles se présentent sous forme audiovisuelle. Dans sa chronique hebdomadaire, Moussa Ngom revient sur ces vidéos virales qui ont induit en erreur énormément d'internautes et comment s'en prémunir au maximum en cette période préélectorale.
Une fausse vidéo présentée par beaucoup comme montrant la femme de Mame Mbaye Niang en train d'exhiber d'énormes liasses de billets a fait le tour du web. Un contenu viral, hors contexte et qui met en scène une autre personne que l'épouse du ministre du Tourisme. Quelques jours auparavant, nos confrères de Social Netlink également revenaient sur la fameuse vidéo des Marrons du Feu, supposée milice du camp au pouvoir, sauf que la vidéo en tant que telle date de l'avant-élection de 2012. Comment se prémunir contre ce type de manipulation de vidéos, surtout en cette période électorale? Ce n'est pas la première fois lors des manifestations d'étudiants des différentes universités du Sénégal en mai 2018. D'anciennes vidéos de violences policières datant de 2014 sont aussi apparues sur la toile en étant présentées comme étant d'actualité. Aux médias comme aux internautes, nous conseillons donc certaines techniques préventives pour ces cas de figure. D'abord, l'outil de détection de vidéos Amnesty YouTube Data Viewer créé par l'Amnesty International. La plateforme signale à l'utilisateur les cas de similarité avec un autre contenu déjà publié sur YouTube. Il existe également un outil plus exhaustif du nom de InVid ou de InVideo Veritas, une extension facilement téléchargeable sur le navigateur web Google Chrome développé par le laboratoire média de l'agence France Presse. Cet outil permet par divers croisements de données de remonter aux origines les plus anciennes d'une vidéo émise sur différents réseaux sociaux. Pour toute autre information ou déclaration à vérifier, envoyez-nous un message à l'adresse rédaction.radio@immedia.sn. Une note musicale dans ce journal. Vieux McFay a présenté hier son nouvel album intitulé Non-assistance à enfants en danger. C'est sur les conditions de vie des enfants. Le deuxième thème de l'album porte sur l'immigration clandestine. Oussama Monique Sagna. Vieux McFay ouvre sa conférence de presse par une minute de silence en hommage à son défunt frère cadet Habib Faye, décédé l'année dernière. Consolé pour une minute de silence. La nouvelle production de l'artiste est Non-assistance à enfants en danger que nous décrit l'artiste. En fait, il y a deux thèmes qui caractérisent cet album. Un premier thème qui est celui de l'enfance et le deuxième thème qui aborde le problème de l'immigration clandestine. Ce ne sont pas des thèmes nouveaux. Pour l'icône du jazz au Sénégal, sortir une production relève d'un devoir qui lui incombe en tant qu'acteur culturel malgré les difficultés. Par les temps qui courent, il faut vraiment le faire. Aujourd'hui, Vieux McFay, je ne compte plus en tant que personne, mais je veux compter en tant qu'acteur culturel. C'est-à-dire, pour la jeunesse, pour le Sénégal, avec le monde. Le nouvel album Non-assistance à enfants en danger contient 7 titres qui traitent des conditions des enfants et de l'immigration. Notons également que Vieux McFay a fait de Kumba Gawlo Seck la marraine de sa toute nouvelle œuvre. GD16 vous offre la revue de presse. Presse du jour, Ousmane Gueye. S'agit-il d'une capitulation après son échec à l'examen du parrainage comme le mentionne la Tribune? Le ralliement d'Aïssata Tall Sall est largement relayé par les confrères ce matin. Aïssata Tall Sall a osé rejoindre le maquis, titre Les Échos. Aïssata prend le maquis, constate Sud Quotidien. Le maquillage osé d'Aïssata à la une de Enquête. Aïssata travaille pour Sall, écrit le Quotidien. En plus d'avoir osé officialiser son choix, la maire de Podor ne manque pas d'audace non plus pour l'assumer. À la page 5 de l'As, elle soutient avoir décidé personnellement de rejoindre le chef de l'État tout en se réjouissant de la décision de son mouvement de l'accompagner dans son choix. Dans le Quotidien, comme pour anticiper les critiques parce qu'elles sont nombreuses depuis hier, Aïssata Tall Sall explique que c'est la réalité qui commande les actions. La réalité commande-t-elle aussi de renier ses convictions si elles étaient sincères? Libération jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Gaston Mansali s'attarde sur les déclarations de celle qui a été la première, selon lui, à agiter pourtant une candidature de Khalifa Abubakar Sall à la présidentielle 2019. Socialiste parmi les socialistes, élève de Senghor, l'avocate soutenait qu'elle ne rejoindrait jamais Macky Sall, rappelle encore le confrère. Seulement, entre-temps, de l'eau, beaucoup même, a coulé sous les ponts, souligne Gaston Mansali, au point où maître Aïssata Tall Sall, membre influente du pool d'avocats de l'ex-maire de Dakar, a décroché sa toge pour s'engouffrer dans le maquis. Et Khalifa Sall, lui, que pense-t-il de ce retournement de situation? L'autre socialiste qui poursuit son séjour carcéral à Rebeuss n'a pas encore réagi
officiellement. Une chose est sûre, en revanche, l'autre cas de la présidentielle est intensément courtisé par ce que le Premier ministre a appelé la bande des quatre. Madické Niang, Ousmane Sonko et Idrissa Seck lui ont rendu visite hier, révèle enquête. Est-ce un engagement qui fera partie des termes de l'accord en cas de soutien de Khalifa? Le patron de Rewmi assure qu'il le libérera de prison s'il accède à la magistrature suprême au lendemain du 24 février. Même déclaration pour Madické Niang, décidé à réparer ce qu'il appelle une injustice. Mais à lire la Tribune, ils ne sont pas les seuls, Seck, Sonko et Niang, puisque Gueye a aussi fait le déplacement. Oui, Bougane Gueye Dany, recalé dès les premières heures, a aussi discuté avec l'ex-maire de Dakar qui se contente pour le moment d'écouter les principaux acteurs en quête de Khalifa pour prendre Sud Quotidien. Khalifa Sall et Karim Wade recalés au dernier examen. La mission d'observation de l'Union européenne déployée à Dakar pour l'élection ne veut faire aucun commentaire. L'UE garde sa neutralité, relève Sud. Par contre, elle reconnaît qu'il y a des problèmes dans l'application du parrainage et dans la distribution des cartes d'électeurs dans enquête. Des quoique, s'il existe que Abdoulaye Wade, annoncé au Sénégal d'ici à samedi, ne tardera certainement pas à commenter. Et en attendant sa venue, grosse manœuvre à Paris. Les Échos écrit que le patron du PDS, nostalgique peut-être d'un autre sopi, a convoqué Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix et Pape Diop. Ils ont pris l'avion, confirme Libération. Libé qui ajoute que Sarr pourrait rejoindre Wade dès ce matin. Et pendant ce temps, le successeur d'Abdoulaye Wade affûte ses armes. Il a installé son directoire de campagne dans les locaux du nouveau siège de l'APR en attendant peut-être d'enregistrer un nouveau ralliement. Aïda Mbodj qui sait. L'AS informe que la libérale contacté par le maquis se réserve un temps de réflexion. Le préfet de Dakar, lui, a déjà réfléchi pour prendre sa décision. Non, la commémoration de l'ancêtre de la mort de Mamadou Diop après-demain ne se fera pas à la place de la nation. Malgré la détermination des amis du Mbouroua, aucun rassemblement ne sera autorisé à l'ex-place de l'obélisque, tranche l'autorité qui n'a avancé aucun motif. En revanche, indique les Échos. En lutte, Modulo va-t-il réaliser le 2-0 en juillet? Grosse question à la une de Sunu Lamb. Le coach de l'enfant des Parcelles Assainies ne voit que la victoire sur Eumeu Sène. À la page 5 du journal, Ibou Diallo rejoue par ailleurs le combat Modulo-Balla Gaye 2. Modulo surpris par son adversaire, selon lui. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Élection présidentielle de février 2019, c'est le temps des négociations. Macky Sall, Idrissa Seck principalement, mais aussi les autres candidats cherchent des alliés à tout va. Nous avons analysé le jeu des alliances possibles dans ce midi. Le ralliement de Maître Aïssata Tall Sall au camp du pouvoir, objet de débat. Pour d'aucuns, c'est une pure transhumance et pour d'autres, il faut respecter son choix politique. Profanation de cimetières en période électorale, les populations de la banlieue dakaroise dénoncent l'attitude de certains acteurs politiques. Nous avons également donné la parole aux gardiens de cimetières. L'état de la corruption au Sénégal, notre pays reste dans la zone rouge d'après le rapport sur l'indice de perception de la corruption présenté ce matin par le Forum civil. Et puis, actualité internationale. En Mauritanie, le président Abdelaziz choisit son successeur en la personne du général Gazouani. Il sera le candidat de la majorité à la prochaine élection présidentielle. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Insensec, réalisation Mohamed Kandi, Kolo Sissé était à la vidéo, 13h à Santop pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Salim To suivra de 19 et puis il y aura bien évidemment Galgat Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.